Et si je vous disais que le monde tel que nous le connaissons est sur le point de changer ? Bien que cela n'arrive pas demain, ni même dans des milliards d'années, mais bien maintenant à l'échelle cosmique, la Voie lactée, notre galaxie, entre lentement mais sûrement en collision avec Andromède, une immense spirale composée d'1 trillion d'étoiles. Si vous pensez que c'est quelque chose de lointain et d'insignifiant, vous vous trompez. Dès aujourd'hui, leurs enveloppes extérieures se touchent, et cette fusion cosmique modifie progressivement toute la structure de notre galaxie. Mais ce n'est que le début. Au loin, aux confins du système solaire, se cachent des mondes glacés et la mystérieuse planète 9 qui demeure encore invisible à nos yeux. Aujourd'hui, nous allons partir pour un voyage à travers les mystères de l'espace, des collisions de galaxies aux énigmatiques géants de glace et aux planètes inconnues. Et vous découvrirez que l'univers est bien plus étonnant et dangereux que vous ne l'imaginiez. Le fait que 2 galaxies, la Voie lactée et Andromède, entreront en collision dans environ 5 milliards d'années ne trouble pas l'esprit des gens ordinaires et ne les choque pas, mais il s'avère que c'est à tort. Selon un article du Astrophysical Journal, cela ne se produira pas dans des milliards d'années, c'est déjà en train de se produire. Quelles conséquences cela pourrait-il avoir pour notre planète et qu'adviendra-t-il de l'humanité ? La galaxie d'Andromède, également appelée M31, a l'apparence d'une immense spirale contenant environ 1 billion d'étoiles différentes. Elle est séparée de la Voie lactée, où se trouve notre système, par environ 2,5 millions d'années-lumière. C'est une distance relativement faible, c'est pourquoi, en se trouvant à l'ouest de l'étoile HD 4727, on peut voir la galaxie à l'œil nu. Nous avons déjà compris que les collisions de galaxies se produisent lentement mais sûrement. C'est le projet Omiga qui nous l'a appris. C'était une carte qui montrait qu'il y a une absorption de gaz ionisé dans Andromède. Le télescope Hubble y travaille également, sa mission étant d'explorer les espaces cosmiques autour d'Andromède. Les scientifiques estiment que ce projet couvre le plus grand nombre d'aspects qui aident à en apprendre davantage sur les galaxies. Une attention particulière est portée au halo galactique, l'enveloppe qui entoure les galaxies, composée principalement d'étoiles dispersées, de gaz et de poussière. Le travail de Hubble a aidé les scientifiques à représenter sur les cartes cosmiques l'immense halo galactique autour d'Andromède. Ils ont été surpris de constater que le plasma diffus, à peine perceptible en lui-même, s'étendait sur 1,3 million d'années-lumière, couvrant ainsi près de 150% de la distance jusqu'à la Voie lactée. La conclusion est que de telles enveloppes d'Andromède et de notre galaxie sont déjà en contact. Il convient également de noter que dans une telle structure, il existe aussi 2 enveloppes gazeuses séparées l'une de l'autre. Elles contiennent le carburant qui sera utilisé lors de la formation de nouvelles étoiles. On peut également y trouver des traces des processus qui se sont produits dans le passé. Il s'est avéré que la structure de l'enveloppe interne est plus complexe. Il est possible que de telles différences soient apparues parce qu'une activité de supernova a été enregistrée dans le disque de la galaxie et que ses conséquences n'ont tout simplement pas atteint l'enveloppe externe. L'une des conséquences de cette activité est la forte concentration d'éléments lourds dans l'enveloppe gazeuse. Ils se forment à l'intérieur des étoiles, puis sont libérés et se retrouvent dans l'espace. Le projet Amigo a également étudié la luminescence de plus de 40 quasars. Ce sont des objets extragalactiques considérés comme certains des corps célestes les plus brillants, caractérisés par un décalage vers le rouge. Les quasars sont situés loin d'Andromède et leur puissante luminescence permet d'étudier ces zones plus en détail. La lumière émise par les quasars est absorbée par le halo d'Andromède. La quantité de lumière absorbée n'est pas uniforme et dépend du territoire. Dans ce cas, il est plus optimal d'étudier les enveloppes à l'aide de sources externes, car par exemple, certaines parties de l'enveloppe d'Andromède sont principalement composées de gaz ionisés et raréfiés, dont le rayonnement est difficile à détecter. La lueur ultraviolette émise par les quasars a pu être étudiée grâce à des fonctionnalités supplémentaires du télescope Hubble, en particulier son spectrographe. Depuis la Terre, nous n'aurions pas pu suivre ce processus, car comme on le sait, l'ultraviolette est absorbé par l'atmosphère en approchant de notre planète. Le spectrographe de Hubble, quant à lui,
a pu détecter des gaz ionisés formés à partir d'oxygène, de carbone et de silicium. Sous l'effet du rayonnement, plusieurs électrons disparaissent dans l'atome, c'est ainsi que se produit l'ionisation. Le gaz ionisé peut être appelé plasma cosmique, qui est le 4e état d'agrégation de la matière. Nous ne pouvons pas connaître exactement les propriétés de l'enveloppe de notre propre galaxie, mais néanmoins, il est généralement admis que les halos d'Andromède et de la Voie lactée se ressemblent, leur taille et leurs caractéristiques externes coïncident largement. Le fait qu'une collision des galaxies et leur fusion ultérieure vont bientôt se produire est connu grâce à l'observation de leurs mouvements. C'est-à-dire que dans environ 5 millions d'années, nous aurons une nouvelle galaxie formée par la fusion d'Andromède et de la Voie lactée. La collision a débuté, mais elle concerne seulement les halos, pas encore les galaxies. Pour l'instant, nous ne ressentons aucun changement à cause de cela, mais à l'avenir, cela influencera sérieusement la structure et l'apparence de la Voie lactée. De plus, des processus similaires se produiront non seulement avec ces deux galaxies. Par exemple, la galaxie du Triangle, également appelée M33, se déplace à une vitesse de 179 km par seconde et réduit progressivement la distance qui la sépare de notre galaxie. Oui, il est fort probable que M33 ne fusionnera pas avec la Voie lactée. Si l'on prend en compte la vitesse à laquelle se déplace notre galaxie, la distance avec la galaxie du Triangle diminue de 24 km par seconde. Cependant, une collision peut se produire et il existe une probabilité, bien que faible, que cela arrive avant la collision complète entre la Voie lactée et Andromède. Il y a également une hypothèse selon laquelle la galaxie du Triangle pourrait devenir un satellite de la nouvelle galaxie formée, mais qu'avec le temps, elle en fera quand même partie. Il est probable qu'actuellement la galaxie du Triangle serve de satellite à Andromède, ayant déjà effectué une révolution complète autour d'elle. La situation qui se produit avec la Voie lactée et Andromède est loin d'être unique, c'est même plutôt le contraire. Dans l'espace, c'est quelque chose de tout à fait courant. Les scientifiques observent très souvent de tels cas à l'aide d'appareils de recherche terrestres. Il y a eu des cas où les galaxies ne formaient pas du tout un tout unifié. Après la collision, elles traversaient simplement l'une l'autre et poursuivirent leur chemin. Cela se produit parce que, dans les galaxies elles-mêmes, la distance entre les étoiles est assez grande, donc lors d'une collision, elles n'interagissent tout simplement pas les unes avec les autres. La situation avec Andromède et la Voie lactée est un peu différente. Ici, la collision affectera tout de même les étoiles en raison de leur grand nombre. Dans Andromède, il y a environ 1 trillion d'étoiles et dans la Voie lactée, 300 milliards. La collision favorisera la formation d'un nouveau centre galactique et obligera les étoiles à se déplacer sur d'autres orbites. Il est très probable que la position du Soleil et de sa planète change et qu'il passe dans une nouvelle région, de sorte que notre système planétaire pourrait prendre un aspect complètement différent. La probabilité que la fusion des galaxies soit destructrice pour notre système solaire est extrêmement faible. Cependant, notre vue du ciel changera radicalement. Cela se produira dans environ 3 milliards d'années. Depuis la Terre, sans aucun instrument d'observation, nous pourrons voir la nébuleuse d'Andromède ainsi que les objets cosmiques les plus brillants autour d'elle. Ce sera l'une des conséquences du rapprochement. Nous avons déterminé quels changements peuvent se produire à l'intérieur des galaxies, mais comment vont-elles changer extérieurement ? Andromède et la Voie lactée se ressemblent de beaucoup. Si une petite galaxie entre en collision avec une grande, cette dernière l'absorbe simplement sans conséquences notables. Dans notre cas, la situation est différente. La collision entraîne des changements dans la structure. Une partie des étoiles sera absorbée par des trous noirs supermassifs, une autre se retrouvera même en dehors de la galaxie. De plus, la nouvelle galaxie aura une forme sphérique classique, et non spirale. Pendant la formation de cette nouvelle galaxie, il y aura une période où davantage d'étoiles naîtront. Il convient également de noter que lors de telles collisions galactiques, le processus de vieillissement des galaxies s'accélère. La raison en est que les gaz présents se transforment en étoiles, et à cause de la formation excessive d'étoiles, le carburant s'épuise rapidement. Dans les galaxies elliptiques, ce sont les étoiles à l'éclat rouge qui dominent, tout cela parce que les jeunes étoiles explosent lors des collisions comme des supernovas. Une énergie orbitale se forme en raison de la fusion des trous noirs et cette énergie sera transmise aux étoiles qui se déplaceront ensuite vers des orbites plus élevées. Lorsque la distance entre deux trous noirs diminue, le gaz provenant d'eux peut créer un quasar lumineux. De plus,
Certaines étoiles peuvent être projetées très loin de la masse principale des corps célestes, ce qui obligera ces systèmes à exister de manière isolée. Il est intéressant de noter que notre propre système planétaire pourrait également se retrouver dans cette situation. La probabilité qu'il nous arrive quelque chose de mauvais est extrêmement faible. Les flux de radiation intergalactique seront retenus par la magnétosphère du Soleil, ce qui fera que nous nous retrouverons à la périphérie d'une nouvelle galaxie et au-dessus de nos têtes, le ciel sera complètement différent. Quoi qu'il en soit, au moment de la fusion des galaxies, un problème bien plus important nous attendra, à savoir la transformation du Soleil en naine rouge, qui aura lieu dans environ 5 à 6 milliards d'années, mais ça c'est une toute autre histoire. Grâce aux technologies modernes, nous avons pu découvrir un phénomène tel que la collision des galaxies. C'est un processus étonnant qui entraîne de nombreuses transformations dans les systèmes planétaires. Certaines galaxies ne font que se frôler, tandis que d'autres finissent par ne faire qu'un. Il est désormais évident que la Voie lactée connaîtra de nombreux changements, et dans des millions d'années, la vue du ciel étoilé sera complètement différente. On pourrait penser que l'histoire des planètes du système solaire est déjà bien connue et que nous n'y découvrirons rien de nouveau. Le dernier scandale a été l'exclusion de Pluton de la liste des principales planètes. Ensuite, il y a eu un calme relatif. Cependant, en 2016, les scientifiques ont remarqué que quelque chose d'inhabituel se produisait au-delà de l'orbite de Neptune. Là-bas, à la frontière du système solaire, d'énormes masses d'objets glacés se déplacent sur des orbites spécifiques. L'étrangeté résidait dans le fait que ces objets devaient être influencés par les forces d'un corps extérieur, mais aucune des planètes connues de notre système solaire ne pouvait agir sur ces objets. Cela a amené les scientifiques à supposer qu'il y avait quelque part là-bas une autre planète du système solaire qui nous échappait, et ils l'ont appelée la planète 9. Mais à quoi ressemble-t-elle exactement ? On suppose que la masse de cette mystérieuse planète pourrait être 10 fois supérieure à celle de la Terre et qu'elle se trouve à une distance de 400 à 800 unités astronomiques du Soleil. Concernant l'origine de la planète 9, les versions diffèrent beaucoup. Certains affirment qu'elle s'est formée comme les autres planètes du système solaire, c'est-à-dire à partir du même disque de gaz et de poussière. D'autres pensent que la planète 9 est aussi éloignée des autres planètes parce qu'elle est sous l'influence d'une puissante galaxie, de la gravité du Soleil. Les scientifiques ont essayé pendant de nombreuses années de trouver une confirmation de l'existence de cette planète étonnante. Ils ont utilisé non seulement les télescopes les plus récents, mais aussi différentes formules mathématiques, ainsi que des simulations sur ordinateur. Et cela a finalement porté ses fruits. Nous devons comprendre pourquoi il est si difficile de détecter une planète qui se trouve à l'intérieur du système solaire. Et cela alors même que nous explorons déjà les recoins les plus éloignés de l'espace. Mais avant cela, découvrons quelles informations les scientifiques ont pu obtenir sur la planète 9, et voici le premier rebondissement inattendu. En réalité, on a commencé à parler de la planète 9 dès 1781, précisément au moment de la découverte d'Uranus. Avec le temps, les scientifiques ont remarqué une chose étrange. Uranus se déplaçait sur son orbite d'une manière différente de ce que prévoyaient les calculs. De plus, la vitesse n'était pas constante. Elle diminuait, puis augmentait par période. Cela a permis de supposer qu'Uranus était sous l'influence d'un objet inconnu. Des progrès dans cette question ont eu lieu dans les années 1840 lorsque l'on a supposé qu'Uranus pouvait être sous l'influence gravitationnelle d'une planète qui nous était inconnue. Le plus intéressant, c'est que cette hypothèse a été avancée simultanément par deux scientifiques dans des pays différents, l'anglais John Couch Adams et le français Urbain Le Verrier. Il faut préciser qu'aucun des deux scientifiques n'avait de faits concrets. Des calculs mathématiques extrêmement complexes. Urbain Le Verrier a exposé ses conclusions et les a transmises à l'Observatoire de Berlin, où le scientifique Johann Galle a utilisé un télescope pour étudier la zone indiquée selon les calculs de Le Verrier. Et ils ne se sont pas trompés. Là-bas, ils ont découvert Neptune, qui est devenue la première planète découverte grâce à des calculs mathématiques. On aurait pu penser qu'après cela, la question était réglée. La planète mystérieuse fut découverte et les scientifiques connaissaient alors toutes les planètes du système solaire. Si seulement tout avait été aussi simple. Après un certain temps, en observant Neptune, les chercheurs ont découvert que la planète s'écartait également de sa trajectoire initiale, bien que pas autant qu'Uranus. Et alors une question s'est posée. Et si, quelque part là-bas, il y avait encore une autre planète ? Les scientifiques ont poursuivi leurs recherches. Et oui, c'est ainsi qu'ils ont découvert Pluton, qui a alors rejoint les rangs des planètes du système solaire.
pendant de nombreuses décennies. La situation semblait tout à fait claire, mais avec le temps, il est devenu évident que les forces gravitationnelles de Pluton n'étaient pas assez puissantes pour provoquer des changements de vitesse et des déplacements d'orbite des autres planètes. Alors, il y avait quand même quelque chose d'autre au-delà de Neptune. 1951, à cette époque, le scientifique Gerhard Kuiper a supposé qu'au-delà de l'orbite de Neptune, il pourrait y avoir tout un groupe d'objets glacés. Quelques décennies plus tard, en 1992, un petit corps glacé a été découvert qui se trouvait justement au-delà de Neptune. C'était la première preuve de l'existence de la masse supposée qui a été appelée la ceinture de Kuiper. Déjà dans les années 2000, de nombreux autres objets ont été découverts les uns après les autres, ce qui a définitivement prouvé l'existence de la ceinture de Kuiper. Ainsi, avec le temps, les scientifiques ont abandonné la version selon laquelle il y aurait une planète massive au-delà de Neptune. Les anomalies gravitationnelles pouvaient justement être causées par l'accumulation de ces petits objets glacés peu massifs, ce qui était une explication tout à fait logique. Cependant, tout a de nouveau été bouleversé en 2003. Cela est lié à la découverte de Sedna, un objet transneptunien dont l'orbite est l'une des plus larges du système solaire. Et là, les scientifiques ont découvert certaines bizarreries liées au point de rapprochement avec le Soleil. Sedna aurait dû avoir une forme nettement ronde puisqu'elle s'est formée à la suite de l'accrétion de corps moins massifs et de plus, l'orbite sur laquelle se trouve Sedna entrait en collision avec d'autres, ce qui aurait été le principal obstacle à l'accumulation de masse, c'est-à-dire que dans de telles conditions, un objet aussi énorme n'aurait tout simplement pas pu se former. Et là, nous avons de nouveau dû revenir à l'idée qu'un autre corps inconnu influençait Sedna et son orbite. Et quelques années plus tard, nous avons découvert d'autres objets avec une orbite très allongée, comme par exemple Eris. En 2005, cela a ravivé des discussions actives sur l'existence de la planète 9. Si les objets transneptuniens n'étaient pas soumis à des forces extérieures et que leurs mouvements étaient chaotiques, ils se déplaceraient autour du Soleil dans différentes directions, sur différentes trajectoires. Au lieu de cela, nous observons une certaine tendance, ce qui donne encore plus de poids à l'hypothèse de la planète 9. On peut également remarquer que les axes majeurs des orbites, c'est-à-dire les lignes reliant le point le plus proche et le point le plus éloigné du Soleil, sont assez bien alignés, ce qui, encore une fois, confirme l'influence d'un corps extérieur. Contrairement à d'autres objets, comme Neptune, il s'est avéré beaucoup plus difficile de trouver l'insaisissable planète 9. Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, l'orbite spécifique de la planète. Il est très probable qu'elle soit plus allongée. C'est pourquoi la planète 9 passe une énorme partie de son temps à une distance trop grande de nous. Deuxièmement, la planète a une vitesse de déplacement relativement faible. C'est pourquoi, dans certaines situations, il est facile de la confondre avec une étoile. Troisièmement, la distance approximative entre la planète 9 et le Soleil est comprise entre 400 et 800 unités astronomiques. Cela complique sa détection même avec les télescopes modernes les plus puissants. Et bien sûr, il faut aussi prendre en compte que nous devrons explorer une immense région de l'espace, ce qui nous prendra des dizaines, voire des centaines d'années. La découverte de la planète 9 revêt une importance énorme pour toute la science de l'espace, car cela nous aidera à obtenir plus d'informations sur la façon dont le système solaire s'est formé et sur ce qui pourrait nous attendre à l'avenir. Dans le cadre de cette problématique, il serait intéressant de savoir comment la planète 9 s'est retrouvée dans la partie externe du système solaire. Ici, les scientifiques envisagent plusieurs hypothèses. La planète 9, au stade précoce du système solaire, s'est formée à partir de fragments d'autres objets qui, sous l'effet de la gravité, ont été projetés vers des régions éloignées. La deuxième théorie ressemble à la précédente en ce que la planète 9 a été projetée par la gravité vers la partie externe du système, cependant elle s'est formée de la même manière que les principales planètes du système solaire. Et donc, au stade de la formation des orbites, elle a été contrainte de quitter leur rang. Quant à la troisième version, elle nous dit que la planète 9 était en réalité une planète errante, c'est-à-dire une planète qui se déplaçait librement dans l'univers et qui n'avait pas d'étoiles pour contrôler son mouvement. Et à un certain moment, la gravité du Soleil a capturé la planète 9, l'attirant dans les limites de son système. C'est probablement pour cette raison que la planète 9 a une orbite de forme elliptique. La planète 9 pourrait s'avérer pour nous être à la fois une boîte de Pandore et la plus grande récompense pour des années d'efforts. Cependant, nous pouvons dire avec certitude que la découverte de cette planète nous obligera à regarder la structure du système solaire sous un autre angle.
Le majestueux Saturne aux anneaux fascine l'esprit des gens depuis l'époque de Galilée. L'astronome italien avait déjà remarqué au début du XVIIe siècle un objet étrange près de la planète, qu'il était impossible de distinguer clairement avec un télescope primitif. C'est pourquoi Galilée a pensé qu'il s'agissait d'un autre satellite du géant. Et ce n'est que 46 ans plus tard que l'inventeur et astronome néerlandais Christian Huygens van Zélem a supposé qu'il ne s'agissait de rien d'autre que des anneaux. Même aujourd'hui, la nature et l'origine des anneaux de Saturne suscitent des débats et donnent naissance à une multitude d'hypothèses. Et à cette époque sombre, les astronomes étaient convaincus que la planète était entourée d'un immense anneau solide. D'ailleurs, les savants des siècles passés n'ont pas immédiatement compris qu'il y avait plusieurs anneaux. Et ce n'est qu'en 1975 que Giovanni Domenico Cassini a déterminé que les anneaux étaient séparés par au moins un espace. Cette division a été nommée en l'honneur de son découvreur. D'où viennent ces accompagnateurs si étranges chez la géante gazeuse? Et la deuxième question, comment ont-ils réussi à rester aussi près de la planète sans être détruits par sa gravité monstrueuse? La solution au deuxième problème a été abordée par le Français Roche. Il a calculé avec précision la limite au-delà de laquelle tout corps serait déchiré en morceaux par les forces gravitationnelles de la planète mère. Mais voici le paradoxe. La partie interne des anneaux de Saturne ne respecte pas la limite de Roche. Cela ne lui fait rien. Le monde scientifique n'est resté perplexe que peu de temps. Un astronome français a presque immédiatement trouvé une solution. Il a supposé que les anneaux ne sont ni solides ni liquides, mais qu'ils sont très probablement constitués de milliards de petites particules, c'est pourquoi les calculs ne s'appliquent pas à eux. Ainsi, la phrase courante sur la Terre, roulant librement sur les anneaux de Saturne, n'est rien de plus qu'une métaphore colorée, créée pour démontrer leur grandeur. Des siècles plus tard, la sonde Cassini, lancée en 1997, a démontré au monde la justesse absolue de l'affirmation du français. Mais même avant cet événement historique, en 1952, la nature des anneaux a été partiellement élucidée grâce à la méthode spectrale. Il s'est avéré qu'ils sont composés à 99% de glace d'eau, du moins pour la majeure partie, ainsi que de poussière et de roches. Les sondes terrestres Pioneer et Voyager ont grandement aidé à l'étude de ce phénomène unique. Elles ont permis de clarifier quelle est la véritable épaisseur et largeur des anneaux et grâce à leurs caméras, ont montré aux terriens les anneaux de Saturne de près. La largeur des anneaux est incomparable à leur épaisseur, environ 80 000 km contre 1000 mètres. Elles sont si fines qu'à certaines périodes, les anneaux sont pratiquement invisibles. Il n'est donc pas étonnant que Galilée les ait à peine remarqués. Le diamètre de cette formation est immense, environ 250 000 km. La température des anneaux à l'ombre est de moins 210 degrés Celsius et du côté ensoleillé, elle est de moins 203. Le poids du ballast saturnien est de 3 fois 10 à la puissance 19 kg. Même de loin, on remarque que les anneaux sont très hétérogènes, les secteurs sont désignés par des lettres de A à 1. On y a découvert de nombreuses divisions, dont l'une a une largeur pratiquement égale au diamètre de Mercure. La division de Cassini se trouve entre les anneaux A et B. Ce n'est pas un hasard si des sondes terrestres ont visité les environs de la planète, il en existe des preuves documentées. Bien sûr, les images du Pioneer 11, envoyées vers Saturne en 1973, sont de qualité assez douteuse, mais on peut tout de même distinguer les anneaux sur les photos. Ils se détachent nettement sur le fond de l'astre lumineux. Voyager 2 a offert une meilleure qualité de photographie. En 1981, la sonde a photographié la majestueuse planète de loin, puis en s'approchant, a pris de nombreux clichés de son système d'anneaux. Le leader en matière de collecte de données scientifiques et de visualisation de Saturne a indéniablement été la sonde Cassini-Huygens. Les images reçues de son bord ont stupéfié les scientifiques. La sonde a photographié les anneaux et la planète elle-même sous différents angles, et les clichés étaient d'une telle qualité qu'on aurait dit qu'ils avaient été pris sur Terre avec une optique haut de gamme. Une photo est devenue particulièrement célèbre. Sur le fond de la planète massive et de ses anneaux, on distingue un petit point lumineux. C'est notre Terre, vue par Cassini.
Après avoir admiré le portfolio saturnien, il convient de revenir à la question principale. D'où viennent les impressionnants anneaux de la planète ? Il existe plusieurs hypothèses, dont celle d'une collision avec un autre objet. L'hypothèse affirme qu'autrefois, Saturne est entré en collision avec une planète qui, sous l'impact, s'est désintégrée en petits morceaux. Peu à peu, les fragments ont formé les anneaux que nous voyons aujourd'hui. Manque de force gravitationnelle. Puisqu'on pense que les planètes se forment à partir d'un nuage de matière rempli de débris, certains scientifiques avancent l'hypothèse selon laquelle les anneaux seraient le matériau de construction qui n'a pas été intégré dans le plan principal de la formation de la planète géante et de ses 62 satellites. Par conséquent, la gravité saturnienne n'est pas suffisante pour utiliser les fragments comme prévu, mais elle suffit à les maintenir en orbite. L'appétit insatiable de Saturne. Une hypothèse récente repose sur l'affirmation suivante. Il y a des milliards d'années, Saturne avalait continuellement de gros satellites situés à proximité de lui, chacun d'eux étant supposément 1,5 fois plus grand que notre Lune. Lorsque ces objets quittèrent leurs orbites, ils se désintégraient. Saturne absorbait les éléments lourds, tandis que les fragments de glace plus légers s'accumulaient autour de la taille de la planète. On ne sait pas quelle version est la bonne, mais il faut reconnaître, pour être juste, que Saturne n'est pas la seule planète entourée d'anneaux. Mais seul Saturne peut se vanter d'avoir un anneau de glace aussi immense. L'étude des particules de glace entourant Saturne n'est pas une tâche facile. En laboratoire, nous sommes capables d'obtenir 11 modifications différentes, chacune possédant des propriétés distinctes. La glace spatiale est un phénomène unique. Pour l'obtenir, il faut refroidir l'eau à moins 100 degrés et la maintenir dans cet état pendant au moins 3 ans. On considère que la neige issue de ces cristaux est plus duveteuse que celle de la Terre. On peut, si on veut, façonner une boule de neige de 600 km de diamètre à partir des anneaux de Saturne. Certains astrophysiciens estiment que les particules relixes flottantes qui remplissent les anneaux se sont formées lors de la naissance des premières planètes et possèdent des propriétés de supraconductivité. Cela signifie que les blocs de glace dans les anneaux de Saturne, refroidis à des températures critiques, peuvent repousser n'importe quel champ magnétique et créer le leur. C'est précisément pour cette raison que les anneaux dérivent sur l'orbite saturnienne. Ils sont maintenus en équilibre par 3 forces: la gravitation, la force centrifuge et la lévitation. L'effet de cette dernière a été démontré à un large public en 1986. L'expérience, au cours de laquelle un supraconducteur refroidi à la température de l'azote lévite dans le champ magnétique de la Terre, a suscité un immense enthousiasme. Outre l'origine controversée de ces anneaux, Saturne recèle de nombreux mystères et énigmes, et nous ne sommes qu'au tout début du chemin pour les percer. Mais voilà, c'est tout en bref. J'espère que la vidéo vous a plu et, en signe de gratitude, que vous mettrez un pouce bleu et laisserez votre avis sur cet épisode. En effet, vos likes et commentaires me donnent une grande motivation pour réaliser des vidéos de plus en plus souvent et de meilleure qualité.